Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Le deuxième sexe par Simone de Beauvoir lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Chapitre 2, le point de vue psychanalytique. L'immense progrès que la psychanalyse a réalisé sur la psychophysiologie, c'est de considérer qu'aucun facteur n'intervient dans la vie psychique sans avoir revêtu un sens humain. Ce n'est pas le corps-objet décrit par les savants qui existe concrètement, mais le corps vécu par le sujet. La femme est une femelle, dans la mesure où elle s'éprouve comme telle. Il y a des données biologiquement essentielles et qui n'appartiennent pas à sa situation vécue. Ainsi la structure de l'ovule ne s'y reflète pas. Au contraire, un organe sans grande importance biologique tel que le clitoris y joue un rôle de premier plan. Ce n'est pas la nature qui définit la femme, c'est celle-ci qui se définit en reprenant la nature à son compte dans son affectivité. Dans cette perspective s'est édifié tout un système. Nous n'entendons pas ici le critiquer dans son ensemble mais seulement examiner sa contribution à l'étude de la femme. Ce n'est pas une entreprise facile que de discuter la psychanalyse. Comme toutes les religions christianisme, marxisme, elle se montre, sur un fond de concepts rigides, d'une souplesse gênante. Tantôt les mots y sont pris dans leur sens le plus réduit, le terme phallus par exemple désignant très exactement cette excroissance charnue qu'est un sexe mâle. Tantôt indéfiniment élargis, ils prennent une valeur symbolique. Le phallus exprimerait tout l'ensemble du caractère et de la situation virile. Si on attaque la lettre de la doctrine, le psychanalyste prétend qu'on en méconnaît l'esprit. Si on en approuve l'esprit, il veut aussitôt vous enfermer dans la lettre. La doctrine n'a pas d'importance, dit celui-ci. La psychanalyse est une méthode. Mais le succès de la méthode fortifie le doctrinaire dans sa foi. D'ailleurs, où rencontrer le vrai visage de la psychanalyse, sinon chez les psychanalystes. Mais parmi ceux-ci, comme parmi les chrétiens et les marxistes, il existe des hérétiques. Et plus d'un psychanalyste a déclaré que les pires ennemis de la psychanalyse, ce sont les psychanalystes. En dépit d'une précision scolastique souvent pédante, beaucoup d'équivoques n'ont pas été dissipés. Comme l'ont fait remarquer Sartre et Merleau-Ponty, la proposition « la sexualité est coextensive à l'existence » peut s'entendre de deux manières très différentes. On peut vouloir dire que tout avatar de l'existant a une signification sexuelle, ou que tout phénomène sexuel a un sens existentiel. Entre ces deux affirmations, une conciliation est possible. Mais souvent on se borne à glisser de l'une à l'autre. D'ailleurs, dès qu'on distingue sexuel et génital, la notion de sexualité devient floue. Le sexuel chez Freud, c'est l'aptitude intrinsèque à déclencher le génital, dit Dalbier. Mais rien de plus trouble que l'idée d'aptitude, c'est-à-dire de possible. Seule la réalité fait la preuve indubitable de la possibilité. Freud a refusé, n'étant pas philosophe, de justifier philosophiquement son système. Ses disciples prétendent que par là il élude toute attaque d'ordre métaphysique. Cependant, il y a derrière toutes ces affirmations des postulats métaphysiques. Utiliser son langage, c'est adopter une philosophie. Ce sont ces confusions mêmes qui, rendant la critique malaisée, l'exigent. Freud ne s'est pas beaucoup soucié du destin de la femme. Il est clair qu'il en a calqué la description sur celle du destin masculin dont il s'est borné à modifier quelques traits. Avant lui, le sexologue Maragnon avait déclaré « En tant qu'énergie différenciée, la libido est, peut-on dire, une force de sens viril. » Nous en dirons autant de l'orgasme. Selon lui, les femmes qui atteignent l'orgasme sont des femmes viriloïdes, l'élan sexuel est à sens unique, et la femme est seulement à moitié du chemin. Freud ne va pas jusque-là. Il admet que la sexualité de la femme est aussi évoluée que celle de l'homme, mais il ne l'étudie guère en elle-même. Il écrit « La libido est de façon constante et régulière d'essence mâle, qu'elle apparaisse chez l'homme ou chez la femme. » Il refuse de poser dans son originalité la libido féminine. Elle lui apparaîtra donc nécessairement comme une déviation complexe de la libido humaine en général. Celle-ci se développe d'abord, pense-t-il, d'une manière identique dans les deux sexes. Tous les enfants traversent une phase orale qui les fixe sur le sein maternel, puis une phase anale et enfin ils atteignent la phase génitale. C'est à ce moment qu'ils se différencient. Freud a mis en lumière un fait dont on n'avait pas reconnu avant lui toute l'importance. L'érotisme masculin se localise définitivement dans le pénis.
tandis qu'il y a chez la femme deux systèmes érotiques distincts. L'un clitoridien qui se développe au stade infantile et l'autre vaginal qui ne s'épanouit qu'après la puberté. Quand le garçon arrive à la phase génitale, son évolution est achevée. Il faudra qu'il passe de l'attitude auto-érotique où le plaisir est visé dans sa subjectivité, à une attitude hétéro-érotique qui liera le plaisir à un objet, normalement la femme. Ce passage se produira au moment de la puberté à travers une phase narcissique. Le pénis demeurera comme dans l'enfance lors d'un titre privilégié. La femme devra aussi à travers le narcissisme objectiver sur l'homme sa libido. Mais le processus sera beaucoup plus complexe parce qu'il faudra que du plaisir clitoridien elle passe au plaisir vaginal. Il n'y a qu'une étape génitale pour l'homme tandis qu'il y en a deux chez la femme. Elle risque bien davantage de ne pas arriver au bout de son évolution sexuelle, de demeurer au stade infantile et en conséquence de développer des névroses. Déjà au stade auto-érotique, l'enfant s'attache plus ou moins fortement à un objet. Le garçon se fixe sur sa mère et veut s'identifier à son père. Il s'effraie de cette prétention, et il craint que pour l'en punir son père ne le mutile. Du complexe d'Oedipe naît le complexe de castration. Il développe alors des sentiments d'agressivité à l'égard du père mais en même temps il intériorise son autorité, ainsi se constitue le surmoi qui censure les tendances incestueuses. Ces tendances sont retrouvées avec ses et en sous et le surmoi est d'autant plus fort que le complexe d'Oedipe a été plus défini et plus rigoureusement combattu. Freud a d'abord décrit de manière tout à fait symétrique l'histoire de la fillette. Ensuite il a donné à la forme féminine du complexe infantile le nom de complexe d'Électre. Mais il est clair qu'il l'a défini moins en lui-même qu'à partir de sa figure masculine. Il admet cependant entre les deux une différence très importante. La petite fille a d'abord une fixation maternelle alors que le garçon n'est à aucun moment attiré sexuellement par le père. Cette fixation est une survivance de la phase orale. L'enfant s'identifie alors au père. Mais vers l'âge de 5 ans, elle découvre la différence anatomique des sexes et elle réagit à l'absence de pénis par un complexe de castration. Elle s'imagine avoir été mutilée et en souffre. Elle doit alors renoncer à ses prétentions viriles, elle s'identifie à la mère et cherche à séduire son père. Complexe de castration et complexe d'Électre se renforcent l'un l'autre. Le sentiment de frustration de la fillette est d'autant plus cuisant qu'aimant son père elle se voudrait semblable à lui. Et inversement ce regret fortifie son amour. C'est par la tendresse qu'elle inspire au père qu'elle peut compenser son infériorité. La fillette éprouve à l'égard de sa mère un sentiment de rivalité, d'hostilité. Puis chez elle aussi le surmoi se constitue, les tendances incestueuses sont refoulées. Mais le surmoi est plus fragile. Le complexe d'Électre est moins net que l'Oedipe, du fait que la première fixation a été maternelle. Et puisque le père était lui-même l'objet de cet amour qu'il condamnait, ses interdits avaient moins de force que dans le cas du fils rival. Comme son évolution génitale, on voit que l'ensemble du drame sexuel est plus complexe pour la petite fille que pour ses frères. Elle peut être tentée de réagir au complexe de castration en refusant sa féminité, en s'entêtant à convoiter un pénis et à s'identifier au père. Cette attitude la conduira à demeurer au stade clitoridien, à devenir frigide ou à se tourner vers l'homosexualité. Les deux reproches essentiels que l'on peut adresser à cette description viennent du fait que Freud l'a calqué sur un modèle masculin. Il suppose que la femme se sent un homme mutilé. Mais l'idée de mutilation implique une comparaison et une valorisation. Beaucoup de psychanalystes admettent aujourd'hui que la fillette regrette le pénis sans supposer cependant qu'elle en a été dépouillée. Ce regret même n'est pas si général. Et il ne saurait naître d'une simple confrontation anatomique. Quantité de petites filles ne découvrent que tardivement la constitution masculine. Et, si elles la découvrent, c'est seulement par la vue. Le garçon a de son pénis une expérience vivante qui lui permet d'en tirer de l'orgueil, mais cet orgueil n'a pas un corrélatif immédiat dans l'humiliation de ses sœurs car celles-ci ne connaissent l'organe masculin que dans son extériorité. Cette excroissance, cette fragile fiche de fer peut être inspirée. Elle se met du aigu. Résulte d'une valorisation préalable de la virilité. Freud la prend pour accordée quand il faudrait en rendre compte. D'autre part, faute de s'inspirer d'une description originale de la libido féminine,
la notion de complexe d'Electre est très vague. Déjà chez les garçons, la présence d'un complexe d'Œdipe d'ordre proprement génital est loin d'être générale. Mais, sauf de très rares exceptions, on ne saurait admettre que le père soit pour sa fille une source d'excitation génitale. Un des grands problèmes de l'érotisme féminin, c'est que le plaisir clitoridien s'isole, c'est seulement vers la puberté, en liaison avec l'érotisme vaginal, que se développe dans le corps de la femme quantité de zones érogènes. Dire que chez une enfant de 10 ans les baisers et caresses du père ont une aptitude intrinsèque à déclencher le plaisir clitoridien, c'est une assertion qui dans la majorité des cas n'a aucun sens. Si on admet que le complexe d'Electre n'a qu'un caractère affectif très diffus, alors on pose toute la question de l'affectivité que le freudisme ne nous donne pas le moyen de définir dès qu'on la distingue de la sexualité. De toute manière, ce n'est pas la libido féminine qui divinise le père. La mère n'est pas divinisée par le désir qu'elle inspire au fils. Le fait que le désir féminin se porte sur un être souverain lui donne un caractère original. Mais elle n'est pas constitutive de son objet, elle le subit. La souveraineté du père est un fait d'ordre social. Et Freud échoue à en rendre compte. Il avoue lui-même qu'il est impossible de savoir quelle autorité a décidé à un moment de l'histoire que le père l'emporterait sur la mère. Cette décision représente selon lui un progrès, mais dont on ne connaît pas les causes. Ce ne peut être ici l'autorité paternelle puisque cette autorité n'a précisément été conférée au père que par le progrès. Écrit-il dans son dernier ouvrage, c'est pour avoir compris l'insuffisance d'un système qui fait reposer sur la seule sexualité le développement de la vie humaine qu'Adler s'est séparé de Freud. Il entend la réintégrer à la personnalité totale, tandis que chez Freud toutes les conduites apparaissent comme provoquées par le désir, c'est-à-dire par la recherche du plaisir. L'homme apparaît à Adler comme visant certains buts. Au mobile, il substitue des motifs, une finalité, des plans. Il fait à l'intelligence une place si grande que souvent le sexuel ne prend à ses yeux qu'une valeur symbolique. Selon ces théories, le drame humain se décompose en 3 moments. Il y a chez tout individu une volonté de puissance mais qui s'accompagne d'un complexe d'infériorité. Ce conflit le conduit à user de 1000 subterfuges pour éviter l'épreuve du réel qu'il craint de ne pas savoir surmonter. Le sujet établit une distance entre lui et la société qu'il redoute. De là proviennent les névroses qui sont un trouble du sens social. En ce qui concerne la femme, son complexe d'infériorité prend la forme d'un refus honteux de sa féminité. Ce n'est pas l'absence du pénis qui provoque ce complexe mais tout l'ensemble de la situation. La fillette n'envie le phallus que comme le symbole des privilèges accordés aux garçons. La place qu'occupe le père dans la famille, l'universelle prépondérance des mâles, l'éducation, tout la confirme dans l'idée de la supériorité masculine. Plus tard, au cours des rapports sexuels, la posture même du coït qui place la femme sous l'homme est une humiliation nouvelle. Elle réagit par une protestation virile, ou bien elle cherche à se masculiniser, ou bien avec des armes féminines elle engage la lutte contre l'homme. C'est par la maternité qu'elle peut retrouver dans l'enfant un équivalent du pénis. Mais ceci suppose qu'elle commence par s'accepter intégralement comme femme, donc qu'elle assume son infériorité. Elle est divisée contre elle-même beaucoup plus profondément que l'homme. Il n'y a pas lieu d'insister ici sur les différences théoriques qui séparent Adler de Freud et sur les possibilités d'une réconciliation. Ni l'explication par le mobile ni l'explication par le motif ne sont jamais suffisantes. Tout mobile pose un motif, mais le motif n'est jamais appréhendé qu'à travers un mobile. Une synthèse de l'adlérisme et du freudisme semble donc réalisable. En fait, tout en faisant intervenir des notions de but et de finalité, Adler garde intégralement l'idée d'une causalité psychique. Il est un peu par rapport à Freud dans le rapport de l'énergétisme au mécanisme. Qu'il s'agisse de choc ou de force attractive, le physicien admet toujours le déterminisme. C'est là le postulat commun à tous les psychanalystes. L'histoire humaine s'explique selon eux par un jeu d'éléments déterminés. Tous assignent à la femme le même destin. Son drame se ramène au conflit entre ses tendances viriloïdes et féminines. Les premières se réalisent dans le système clitoridien, les secondes dans l'érotisme vaginal. Infantilement, elle s'identifie au père. Puis elle éprouve un sentiment d'infériorité à l'égard de l'homme et elle est mise dans l'alternative ou bien de maintenir son autonomie, de se viriliser, ce qui sur le fond d'un complexe d'infériorité provoque une tension qui risque d'entraîner des névroses, ou bien de trouver dans la soumission amoureuse un heureux accomplissement d'elle-même, solution qui lui est facilitée par l'amour qu'elle portait au père souverain. C'est lui qu'elle recherche dans l'amant ou le mari,
et l'amour sexuel s'accompagne chez elle du désir d'être dominée. Elle sera récompensée par la maternité qui lui restitue une nouvelle sorte d'autonomie. Ce drame apparaît comme doué d'un dynamisme propre. Il cherche à se dérouler à travers tous les accidents qui le défigurent et chaque femme le subit passivement. Les psychanalystes ont beau jeu de trouver de leur théorie des confirmations empiriques. On sait qu'en compliquant assez subtilement le système de Ptolémée, on a pu longtemps soutenir qu'il rendait exactement compte de la position des planètes. En superposant à l'Oedipe un Oedipe inversé, en montrant en toute angoisse un désir, on réussira à intégrer au freudisme les faits mêmes qui le contredisent. On ne peut jamais saisir une forme qu'à partir d'un fond et la manière dont la forme est appréhendée découpe derrière elle ce fond en traits positifs. Ainsi, si l'on s'obstine à décrire une histoire singulière dans une perspective freudienne, on retrouvera derrière elle le schéma freudien. Seulement quand une doctrine oblige à multiplier les explications secondaires d'une manière indéfinie et arbitraire, quand l'observation découvre autant d'anomalies que de cas normaux, il est préférable d'abandonner les anciens cadres. Aussi bien aujourd'hui chaque psychanalyste s'emploie à assouplir à sa manière les concepts freudiens. Il tente des conciliations. Par exemple, un psychanalyste contemporain écrit « Du moment qu'il y a complexe, il y a par définition plusieurs composantes. Le complexe consiste dans le groupement de ces éléments disparates et non dans la représentation de l'un d'entre eux par les autres. Mais l'idée d'un simple groupement d'éléments est inacceptable. La vie psychique n'est pas une mosaïque. Elle est tout entière en chacun de ces moments et il faut respecter cette unité. Ceci n'est possible qu'en retrouvant à travers les faits disparates l'intentionnalité originelle de l'existence. Faute de remonter à cette source, l'homme apparaît comme un champ de bataille entre des pulsions et des interdits également dénués de sens et contingents. Il y a chez tous les psychanalystes un refus systématique de l'idée de choix et de la notion de valeur qui en est corrélative. C'est là ce qui constitue la faiblesse intrinsèque du système. Ayant coupé pulsion et interdit du choix existentiel, Freud échoue à nous en expliquer l'origine. Il les prend pour données. Il a tenté de remplacer la notion de valeur par celle d'autorité. Mais il convient dans Moïse et son peuple qu'il n'a aucun moyen de rendre compte de cette autorité. L'inceste, par exemple, est défendu parce que le père l'a défendu. Mais pourquoi cette défense? C'est mystère. Le surmoi intériorise des ordres et des défenses émanant d'une tyrannie arbitraire. Les tendances instinctives sont là, on ne sait pas pourquoi. Ces deux réalités sont hétérogènes parce qu'on a posé la morale comme étrangère à la sexualité. L'unité humaine apparaît comme brisée, il n'y a pas de passage de l'individu à la société. Freud est obligé pour les réunir d'inventer d'étranges romans. Adler a bien vu que le complexe de castration ne pouvait s'expliquer que dans un contexte social. Il a abordé le problème de la valorisation, mais il n'est pas remonté à la source ontologique des valeurs reconnues par la société et il n'a pas compris que des valeurs étaient engagées dans la sexualité proprement dite, ce qui l'a conduit à en méconnaître l'importance. Assurément, la sexualité joue dans la vie humaine un rôle considérable. On peut dire qu'elle la pénètre tout entière. Déjà la physiologie nous a montré que la vie des testicules et celle de l'ovaire se confondent avec celle du soma. L'existant est un corps sexué. Dans ses rapports aux autres existants qui sont aussi des corps sexués, la sexualité est donc toujours engagée. Mais si corps et sexualité sont des expressions concrètes de l'existence, c'est aussi à partir de celle-ci qu'on peut en découvrir les significations. Faute de cette perspective, la psychanalyse prend pour accorder des faits inexpliqués. Par exemple, on nous dit que la fillette a honte d'uriner accroupie, les fesses nues. Mais qu'est-ce que la honte? De même, avant de se demander si le mâle est orgueilleux parce qu'il a un pénis ou si dans le pénis s'exprime son orgueil, il faut savoir ce qu'est l'orgueil et comment la prétention du sujet peut s'incarner en un objet. Il ne faut pas prendre la sexualité comme une donnée irréductible. Il y a chez l'existant une recherche de l'être, plus originelle. La sexualité n'est qu'un de ses aspects. C'est ce que montre Sartre dans L'être et le néant. C'est ce que dit aussi Bachelard dans ses ouvrages sur la terre, l'air, l'eau. Les psychanalystes considèrent que la vérité première de l'homme c'est son rapport avec son propre corps et le corps de ses semblables au sein de la société. Mais l'homme porte un intérêt primordial à la substance du monde naturel qui l'entoure et qu'il essaie de découvrir dans le travail, le jeu, dans toutes les expériences de l'imagination dynamique. L'homme prétend rejoindre concrètement l'existence à travers le monde tout entier, appréhendé de toutes les façons possibles. Pétrir la terre, creuser un trou,
Ce sont des activités aussi originelles que l'étreinte, que le coït. On se trompe en y voyant seulement des symboles sexuels. Le trou, le visqueux, l'entaille, la dureté, l'intégrité sont des réalités premières. L'intérêt que l'homme leur porte n'est pas dicté par la libido mais plutôt la libido sera colorée par la manière dont elles se sont découvertes à lui. Ce n'est pas parce qu'elles symbolisent la virginité féminine que l'intégrité fascine l'homme. Mais c'est son amour de l'intégrité qui lui rend la virginité précieuse. Le travail, la guerre, le jeu, l'art définissent des manières d'être au monde qui ne se laissent réduire à aucune autre. Elles découvrent des qualités qui interfèrent avec celles que révèle la sexualité. C'est à la fois à travers elles et à travers ces expériences érotiques que l'individu se choisit. Mais seul un point de vue ontologique permet de restituer l'unité de ce choix. C'est cette notion de choix que repousse le plus violemment le psychanalyste au nom du déterminisme et de l'inconscient collectif. Cet inconscient fournirait à l'homme des images toutes faites et un symbolisme universel. C'est lui qui expliquerait les analogies des rêves, des actes manqués, des délires, des allégories et des destinées humaines. Parler de liberté ce serait se refuser la possibilité d'expliquer ces troublantes concordances. Mais l'idée de liberté n'est pas incompatible avec l'existence de certaines constances. Si la méthode psychanalytique est souvent féconde malgré les erreurs de la théorie, c'est qu'il y a dans toute l'histoire singulière des données dont nul ne songe à nier la généralité. Les situations et les conduites se répètent. C'est au sein de la généralité et de la répétition que jaillit le moment de la décision. L'anatomie, c'est le destin, disait Freud. À ce mot fait écho celui de Merleau-Ponty. Le corps, c'est la généralité. L'existence est une à travers la séparation des existants. Elle se manifeste dans des organismes analogues. Il y aura donc des constantes dans la liaison de l'ontologique et du sexuel. À une époque donnée, les techniques, la structure économique et sociale d'une collectivité découvrent à tous ses membres un monde identique. Il y aura aussi une relation constante de la sexualité aux formes sociales. Des individus analogues, placés dans des conditions analogues, saisiront dans le donné des significations analogues. Cette analogie ne fonde pas une rigoureuse universalité, mais elle permet de retrouver dans les histoires individuelles des types généraux. Le symbole ne nous apparaît pas comme une allégorie élaborée par un mystérieux inconscient. C'est l'appréhension d'une signification à travers un analogon de l'objet signifiant. Du fait de l'identité de la situation existentielle à travers tous les existants et de l'identité de la facticité qu'ils ont à affronter, les significations se dévoilent de la même manière à quantité d'individus. Le symbolisme n'est pas tombé du ciel ni surgi des profondeurs souterraines. Il a été élaboré, tout comme le langage, par la réalité humaine qui est médecin en même temps que séparation. Et ceci explique que l'invention singulière y ait aussi sa place. Pratiquement la méthode psychanalyste est bien obligée de l'admettre, que la doctrine l'y autorise ou non. Cette perspective nous permet par exemple de comprendre la valeur généralement accordée au pénis. Il est impossible d'en rendre compte sans partir d'un fait existentiel. La tendance du sujet à l'aliénation. L'angoisse de sa liberté conduit le sujet à se rechercher dans les choses, ce qui est une manière de se fuir. C'est une tendance si fondamentale qu'aussitôt après le sevrage, quand il est séparé du tout, l'enfant s'efforce de saisir dans les glaces, dans le regard de ses parents son existence aliénée. Les primitifs s'aliènent dans le mana, dans le totem. Les civilisés dans leur âme individuelle, dans leur moi, leur nom, leur propriété, leur ouvrage. C'est là la première tentation de l'inauthenticité. Le pénis est singulièrement propre à jouer pour le petit garçon ce rôle de « double ». C'est pour lui un objet étranger en même temps qu'il est lui-même. C'est un jouet, une poupée et c'est sa propre chair. Parents et nourrices le traitent comme une petite personne. On conçoit alors qu'il devienne pour l'enfant, un alter ego d'habitude plus rusé, plus intelligent et plus adroit que l'individu. Du fait que la fonction urinaire et plus tard l'érection sont à mi-chemin entre les processus volontaires et les processus spontanés, du fait qu'il est une source capricieuse, quasi étrangère d'un plaisir subjectivement ressenti, le pénis est posé par le sujet comme soi-même et autre que soi-même. La transcendance spécifique s'incarne en lui de manière saisissable et il est source de fierté. Parce que le phallus est séparé, l'homme peut intégrer à son individualité la vie qui le déborde. On conçoit alors que la longueur du pénis, la puissance du jet urinaire, de l'érection, de l'éjaculation deviennent pour lui la mesure de sa valeur propre. Ainsi il est constant que le phallus incarne charnellement la transcendance. Comme il est aussi constant que l'enfant se sent transcendé,
c'est-à-dire frustré de sa transcendance, par le père, on retrouvera donc l'idée freudienne de complexe de castration. Privée de cet alter ego, la petite fille ne s'aliène pas dans une chose saisissable, ne se récupère pas. Par là, elle est conduite à se faire tout entière objet, à se poser comme l'autre. La question de savoir si elle sait ou non comparer au garçon est secondaire. L'important c'est que, même non connue par elle, l'absence du pénis l'empêche de se rendre présente à elle-même en tant que sexe. Il en résultera maintes conséquences. Mais ces constantes que nous signalons ne définissent pas néanmoins un destin. Le phallus prend tant de valeur parce qu'il symbolise une souveraineté qui se réalise en d'autres domaines. Si la femme réussissait à s'affirmer comme sujet, elle inventerait des équivalents du phallus. La poupée où s'incarne la promesse de l'enfant peut devenir une possession plus précieuse que le pénis. Il y a des sociétés à filiation utérine où les femmes détiennent les masques dans lesquels la collectivité s'aliène. Le pénis alors perd beaucoup de sa gloire. Ce n'est qu'au sein de la situation saisie dans sa totalité que le privilège anatomique fonde un véritable privilège humain. La psychanalyse ne saurait trouver sa vérité que dans le contexte historique. Pas plus qu'il ne suffit de dire que la femme est une femelle, on ne peut la définir par la conscience qu'elle prend de sa féminité. Elle en prend conscience au sein de la société dont elle est membre. Intériorisant l'inconscient et toute la vie psychique, le langage même de la psychanalyse suggère que le drame de l'individu se déroule en lui. Les mots de complexe, tendance, etc. l'impliquent. Mais une vie est une relation au monde. C'est en se choisissant à travers le monde que l'individu se définit. C'est vers le monde qu'il faudra nous tourner pour répondre aux questions qui nous préoccupent. En particulier, la psychanalyse échoue à expliquer pourquoi la femme est l'autre. Car Freud même admet que le prestige du pénis s'explique par la souveraineté du père et il avoue qu'il ignore l'origine de la suprématie mâle. Sans rejeter en bloc les apports de la psychanalyse dont certains aperçus sont féconds, nous refuserons donc sa méthode. D'abord, nous ne nous bornerons pas à prendre la sexualité comme une donnée. Que cette attitude soit courte, c'est ce que manifeste la pauvreté des descriptions touchant la libido féminine. J'ai dit déjà que jamais les psychanalystes ne l'ont étudié de front, mais seulement à partir de la libido mâle. Ils semblent ignorer la fondamentale ambivalence de l'attraction qu'exerce sur la femme le mâle. Freudien et adlérien expliquent l'angoisse éprouvée par la femme devant le sexe masculin comme l'inversion d'un désir frustré. Steckel a mieux vu qu'il y a là une réaction originale. Mais il en rend compte d'une manière superficielle. La femme aurait peur de la défloration, de la pénétration, de la grossesse, de la douleur, et cette peur freinerait son désir. Cette explication est trop rationnelle. Au lieu d'admettre que le désir se déguise en angoisse ou est combattu par la crainte, il faudrait considérer comme une donnée originale cette sorte d'appel à la fois urgent et effrayé qu'est le désir femelle. C'est la synthèse indissoluble de l'attraction et de la répulsion qui le caractérise. Il est remarquable que beaucoup de femelles animales fuient le coït au moment où elles le sollicitent. On les taxe de coquetterie, d'hypocrisie. Mais il est absurde de prétendre expliquer des comportements primitifs en les assimilant à des conduites complexes. Ce sont eux au contraire qui sont à la source des attitudes qu'on appelle chez la femme coquetterie, hypocrisie. L'idée d'une libido passive déconcerte parce qu'on a défini la libido à partir du mâle comme pulsion, énergie. Mais on ne concevrait pas non plus a priori qu'une lumière puisse être à la fois jaune et bleue. Il faut avoir l'intuition du vert. On cernerait davantage la réalité si au lieu de définir la libido en termes vagues d'énergie on confrontait la signification de la sexualité avec celle d'autres attitudes humaines. Prendre, capter, manger, faire, subir, etc. Car elle est un des modes singuliers d'appréhender un objet. Il faudrait étudier aussi les qualités de l'objet érotique tel qu'il se donne non seulement dans l'acte sexuel mais dans la perception en général. Cet examen sort du cadre de la psychanalyse qui pose l'érotisme comme irréductible. D'autre part, nous poserons tout autrement le problème de la destinée féminine. Nous situerons la femme dans un monde de valeurs et nous donnerons à ses conduites une dimension de liberté. Nous pensons qu'elle a à choisir entre l'affirmation de sa transcendance et son aliénation en objet. Elle n'est pas le jouet de pulsions contradictoires. Elle invente des solutions entre lesquelles existe une hiérarchie éthique. Substituant à la valeur l'autorité, au choix la pulsion, la psychanalyse propose un ersatz de la morale. C'est l'idée de normalité. Cette idée est certes fort utile en thérapeutique, mais elle a pris dans la psychanalyse en général une inquiétante extension.
Le schéma descriptif se propose comme une loi. Et assurément une psychologie mécaniste ne saurait accepter la notion d'invention morale. Elle peut à la rigueur rendre compte du moins et jamais du plus. À la rigueur elle admet des échecs, jamais des créations. Si un sujet ne reproduit pas dans sa totalité l'évolution considérée comme normale, on dira que l'évolution s'est arrêtée en route, on interprétera cet arrêt comme un manque, une négation et jamais comme une décision positive. C'est ce qui rend entre autres si choquante la psychanalyse des grands hommes. On nous dit que tel transfert, telle sublimation n'a pas réussi à s'effectuer en eux. On ne suppose pas qu'ils l'ont peut-être refusé et que peut-être ils avaient à cela de bonnes raisons. On ne veut pas considérer que leurs conduites ont pu être motivées par des fins librement posées. C'est toujours dans sa liaison au passé et non en fonction d'un avenir vers lequel il se projette qu'on explique l'individu. Aussi ne nous en donne-t-on jamais qu'une image inauthentique et dans l'inauthenticité on ne saurait guère trouver d'autre critérium que la normalité. La description du destin féminin est de ce point de vue tout à fait frappante. Au sens où les psychanalystes l'entendent, s'identifier à la mère ou au père, c'est s'aliéner en un modèle, c'est préférer au mouvement spontané de sa propre existence. Une image étrangère, c'est jouer à être. On nous montre la femme sollicitée entre deux modes d'aliénation. Il est bien évident que jouer à être un homme sera pour elle une source d'échec. Mais jouer à être une femme est aussi un leurre. Être femme, ce serait être l'objet, l'autre, et l'autre demeure sujet au sein de sa démission. Le vrai problème pour la femme, c'est refusant ses fuites de s'accomplir comme transcendance. Il s'agit alors de voir quelle possibilité lui ouvre ce qu'on appelle l'attitude virile et l'attitude féminine. Quand un enfant suit le chemin indiqué par tel ou tel de ses parents, ce peut être parce qu'il reprend librement leur projet, sa conduite peut être le résultat d'un choix motivé par des fins. Même chez Adler, la volonté de puissance n'est qu'une sorte d'énergie absurde. Il appelle « protestation virile ». Tout projet où s'incarne la transcendance. Quand une fillette grimpe aux arbres, c'est selon lui pour s'égaler aux garçons. Il n'imagine pas que grimper aux arbres lui plaît. Pour la mère, l'enfant est tout autre chose qu'un équivalent du pénis. Peindre, écrire, faire de la politique, ce ne sont pas seulement de bonnes sublimations. Il y a là des buts qui sont voulus par eux-mêmes. Le nier, c'est fausser toute l'histoire humaine. On pourra remarquer un certain parallélisme entre nos descriptions et celles des psychanalystes. C'est que du point de vue des hommes, qui est celui qu'adoptent les psychanalystes mâles et femelles, on considère comme féminines les conduites d'aliénation, comme viriles celles où un sujet pose sa transcendance. Un historien de la femme, Donaldson, remarquait que les définitions « l'homme est un être humain mâle »,« la femme est un être humain femelle » ont été asymétriquement mutilées. C'est singulièrement chez les psychanalystes que l'homme est défini comme être humain et la femme comme femelle. Chaque fois qu'elle se comporte en être humain, on dit qu'elle imite le mâle. Le psychanalyste nous décrit l'enfant et la jeune fille sollicités de s'identifier au père et à la mère, partagés entre des tendances viriloïdes et féminines, tandis que nous la concevons comme hésitant entre le rôle d'objet, d'autre qui lui est proposé, et la revendication de sa liberté. Ainsi arrivera-t-il que nous tombions d'accord sur un certain nombre de faits, et en particulier quand nous considérons les chemins de fuite inauthentiques qui s'offrent aux femmes. Mais nous ne leur accordons pas du tout la même signification que le freudien ou l'adlérien. Pour nous, la femme se définit comme un être humain en quête de valeurs au sein d'un monde de valeurs, monde dont il est indispensable de connaître la structure économique et sociale. Nous l'étudierons dans une perspective existentielle à travers sa situation totale. Cliquez sur « I » en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.